Non, d'assurance privée. par exemple, la retraite, il faut. Mais le législateur, le public, peut gérer les retraites. Il peut faire des fonds de pension publics. Bah tiens, les mecs du Qatar, là, leur fonds souverain, Ouais. bah c'est un machin public. Ouais, parce qu'eux ils sont 300 000, ils ont des trillions. Non mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que on n'a pas besoin de donner au privé la gestion des retraites. Même s'il y a de la capitalisation, on peut le faire nous-mêmes. Pourquoi donner aux retraites? Pourquoi donner au privé les retraites? C'est pas obligatoire. Il peut y avoir peut-être une collectivité ou je sais pas, un représentant de l'État, j'en sais rien, enfin ça, regarde, on peut toujours discuter de la façon structurelle, comment mettre les choses en place. Mais on est obligé pour reprendre nos sociétés et pour que nos sociétés puissent être leaders mondial, d'avoir du capital. Et comment avoir du capital? Eh bien, par l'argent des Français. Ouais, par l'argent des Français. Bien sûr. Mais ouais, mais moi, je veux dire, mais à Épinay, prenez Épinay. Vous croyez que moi, j'ai plein de militants qui étaient des retraités pauvres, de la répartition, parce que c'était un système ultra injuste. Mais faut dire les choses. Il faut permettre aux gens de cotiser pour lui-même et pas pour un autre. Ouais, mais il n'y a rien qui nous force à penser qu'ils aient été plus riches dans un système de capitalisation, par exemple, ces gens-là qui touchent des retraites de pauvres. Et puis en plus, quand le système est vacille, comme on l'a vu, parce que système par capitalisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre l'argent des retraités pour investir. Non, on prend l'argent des salariés. Les salariés, c'est pas ça la capitalisation. La capitalisation, c'est le salarié. Il cotise pour lui-même dans un fonds, alors ça peut être, je sais pas moi, un fonds souverain, un fonds d'investissement, j'en sais rien. Donc un système individuel, pas de... Voilà. Et là donc c'est quoi? On abandonne donc toute idée de solidarité? Mais s'il n'y a pas de solidarité, vous croyez qu'il y a une solidarité? On a créé une société totalement injuste. Vous croyez qu'il y a une solidarité aujourd'hui entre anciens et aînés? Entre nous, entre jeunes et aînés, je veux dire? Il n'y en a pas. Les gens, ils se disent merde, putain, je cotise pour un vieux. Moi, la sécurité sociale, elle permet un accès aux soins à peu près égalitaire. Mais vous croyez qu'en Amérique, ils soignaient pas les indigents, par exemple? Alors certes, en Amérique, quand vous allez vous présenter, ils prennent votre contrat et vous disent. Je dis pas qu'il faut un système américain. Ah oui. Mais faut pas croire. Non mais je veux dire, il y a aussi des lunes qui font croire que si en Amérique vous êtes malade, vous allez mourir. C'est pas vrai, hein. C'est forcément caricatural de dire ça, mais par exemple, les gens le quand pensent. vous allez aussi vous soigner, vous avez mal au genou et mal à l'œil, on va vous dire monsieur, il va falloir choisir l'un ou l'autre parce que vos contrats ils couvrent que ça. Vous croyez que si on continue comme ça, la Sécu elle va vivre 50 ans? Ah bah ça, si on continue dans le système actuel, c'est fait pour buter la sécurité sociale. Parce que quelque part, les gens qui s'intéressent au budget de la sécurité sociale, c'est les privés. C'est qui veut s'accaparer le magot de la sécurité sociale? Non mais, moi j'ai parlé de la Sécu pour parler du comment dire, qu'à la base c'était un système qui était biaisé. Mais il faut l'avoir en tête. Maintenant, faut pas croire que si on sort de la Sécu par exemple, ou si on laisse un minimum de sécurité sociale, on peut laisser un minimum, on peut ne pas faire que, on peut par exemple ne pas obliger tous les patrons à seulement cotiser à la Sécu. Ils vont cotiser quoi, des entreprises privées? Et peut-être. Ou peut-être, je ne sais pas. C'est déjà le cas un peu avec les mutuelles, parce que les mutuelles c'est privé. Donc mais la part qui est privatisée. Moi j'ai un bon ami qui s'appelle Claude Reichmann. Ouais. Il est président d'une association sortant de la Sécu. Oui, je connais. Il est docteur. Et il dit un truc très juste. Vous savez qui c'est qui soigne les gens? C'est les docteurs. Ouais. C'est pas la Sécu qui soigne les gens. Ouais, c'est-à-dire que je vais pas me mettre une carte. C'est-à-dire je vais pas me mettre ma carte vitale et je vais être soigné. Mais elle rembourse les soins, la Sécu. Elle rembourse certains soins. Oui, certains soins, parce qu'en plus, son rôle a changé. Faut pas croire que. Mais c'est ça son rôle. Faut pas croire qu'on est que dans le système public aujourd'hui. Si vous êtes vraiment remboursé, qu'est-ce que vous faites? Vous avez aussi une mutuelle. Mais c'est ce que je dis, bien sûr. Ça a été fait exprès. Et si on n'a pas de mutuelle, aujourd'hui, si on avait une couverture privée, on n'est pas totalement couvert. Mais on le sait, bien sûr. Ça fait partie. Je ne dis pas qu'il faut essentiellement du privé, mais on n'est pas obligé de donner la prépondérance à la sécurité sociale. Et puis, il faut donner aussi. Si quelqu'un ne veut pas être à la Sécu, il a le droit. Pourquoi l'obliger?
Très sincèrement, la majorité Vous des pouvez pas en Français sortir. sont attachés à ce système de sécurité sociale. Mais parce que les gens ne comprennent pas le système, ils ne savent pas. On leur a dit que la sécurité sociale c'était l'alpha et l'oméga de la vie, c'était les 10 commandements, c'était la table des lois. Alors, évidemment, les gens ils sont attachés. Bah, ils sont attachés parce qu'ils ont bien fait aussi d'un système. Même si voilà, il y a des problèmes. Si on veut être prépondérant, si la France veut être prépondérant, elle doit avoir les armes du capital. C'est-à-dire être capitalisé, avoir des sociétés capitalisées qui peuvent aller sur d'autres marchés. Mais pourtant les Français, alors ça c'est un sondage qui est apparu il y a. Mais il ne faut pas toujours être dans la ligne de ce que pensent tous les Français. Non, mais c'est parce que c'était assez saisissant. 70% des Français pensaient que l'économie de marché était négative pour eux, alors que 80% des Chinois pensaient qu'elle était parfaitement positive. Pour montrer un peu, alors Chine qui est dit pays communiste en plus, donc double paradoxe. Ça veut dire que les Français n'ont pas l'air d'être un peuple très attaché à cette économie de marché complètement capitalisée. Le problème, c'est que c'est pas le marxisme ou l'économie de marché. C'est quoi alors? C'est pas l'un ou l'autre. C'est un système à réinventer. Les autres le font. Les anglo-saxons ont inventé le système du libre-échange. Pourquoi nous ne pouvons pas revenir à nos sources? Parce qu'on était contre aussi de base, non? Mais historiquement, voilà, on revient à Louis XIV, c'était interdit les produits manufacturés à son époque. Mais nous devons regagner la bataille intellectuelle du système français et arrêter de vouloir faire comme les autres. Bon, maintenant, je pense que là, sur l'économie, on va pas. ça risque d'emmerder les gens. Alors, il y a un autre sujet aussi, justement, avant qu'on passe à la pause, c'est le problème de l'immigration. Ah, alors ça, c'est parce que ça, c'est quand même un de vos sujets de prédilection quand même sur le blog. Il y a tout un tas d'articles, constants où vous pestez contre évidemment les migrants, mais aussi contre une certaine immigration en France. Alors, comment on doit traiter ce problème-là? C'est quoi le problème déjà? Déjà, quand on a 100 000 migrants nouveaux, enfin migrants, encore de la novlangue, sont des illégaux. Ça, ils sont illégaux. Mais je vais revenir à la genèse du truc. C'est que moi, ce qui me fait rire, c'est que les gens qu'on dit issus de l'immigration, ils ont l'impression de se voir à travers ces migrants, ces sans-papiers, ou je sais pas comment vous les appelez. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que leur histoire familiale, je sais pas, ceux qui sont venus d'Espagne ou d'Algérie, ou j'en sais rien, dans les années. Il y a 50, 60 ans, il y a un siècle. Ils pensent que leur histoire familiale, c'est celle de ces gens qui arrivent. Ça n'a aucun rapport. Je veux dire, ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire qu'ils se disent, ah là, moi, mon grand-père, il est venu d'Algérie, c'était un migrant. Déjà, c'était une connerie, c'était pas un migrant. Ça m'a fait rire parce que au Grand Journal, j'ai vu au Grand Journal, la première du Grand Journal, j'étais un des seuls d'ailleurs. Oui, parce que c'est l'ambiance. Vous aviez le mec du FN de Sciences Po, qui est d'origine espagnole, et la présentatrice lui a dit mais vous dans la famille, étiez migrant. Mais sa famille qui venait d'Espagne n'était pas des migrants. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que les médias et nos élites veulent que les gens pensent que s'ils ont été si dans leur famille on a été immigrés, eh ben ils ont été migrants. C'est quand même dangereux ça. Mais ça n'a aucun rapport. Et donc il faut qu'ils se sentent solidaires en fait. Non, voilà, ils sont solidaires parce qu'ils ont été migrants. Moi je suis migrant, pardon, je suis migrant de Pologne. Mais nous on n'est pas venus de Pologne parce qu'on crevait la dalle. On est venus parce qu'on aime la France et on voulait se sentir français. Vous voyez? Ça n'a aucun rapport. Je veux dire, le migrant, c'est un type qui fuit de chez lui et vient ici de façon illégale et il s'impose. Je sais pas moi, les Sénégalais, les Algériens, je sais pas, les Espagnols qui sont venus il y a des dizaines d'années, ils sont venus de façon légale déjà. Ils ne sont pas migrants. Bon, ils ont apporté quelque chose. Ils ont été, leur grand-père, grand-père se sont assimilés. Moi, toute personne qui s'assimile à la France et qui porte en elle l'héritage de la France, c'est un Français. Et moi, ce que je n'accepte pas, c'est aujourd'hui cette culture de la France des cités qu'on veut nous imposer, où on rejette le pays. Vous voyez ce que je veux dire?
Ce rejet de cette histoire, ah moi je suis plus, moi je suis tunisien, moi je suis machin, ça je n'accepte pas. Et les migrants, je n'accepte pas ces migrants parce qu'ils ne viennent pas pour construire une nouvelle histoire de France, mais pour jouir du consumérisme. Et ça j'accepte pas. Parce que la France, c'est pas vivre des allocs, voilà, c'est pas ça. Vous voyez ce que je veux dire, et être dans son HLM, quoi. Oui. Alors ça, d'accord, je comprends bien sur le problème des migrants. D'autant plus, bon, c'est vrai que nos élites, mènent une forme de chantage, en fait, puisque si le simple fait, en fait, d'être contre la venue de ces migrants, on traite de fascistes, d'horribles... Déjà, là aussi, c'est encore la novlangue. Le fascisme, c'est... le fascisme, voilà. Dès qu'on sort de la ligne, on est un facho. Le facho, j'ai une définition que j'aime beaucoup, c'est de Charles Maurras. C'est le fascisme, c'est le socialisme sans la démocratie. Voilà. Le fascisme, c'est le socialisme sans la démocratie. Moi, je suis pas socialiste. Voilà. Donc moi, je ne me considère pas comme facho. J'ai ma façon de penser. Je ne veux pas que on m'impose ma façon de penser. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise. Après, on peut être d'accord, on peut être pas d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup qui sont pas d'accord. Mais c'est ma vision de la France et du monde. Et un petit mot aussi, alors avant qu'on fasse la pause. Est-ce que, parce que vous tapez pas mal aussi sur l'islam quand même. Non, j'ai jamais tapé sur l'islam, jamais. Alors, c'est quoi votre position? Il y a un danger d'islamisation de la France? Non, alors ça, je m'inscris en faux. Mais là aussi, c'est la novlangue. Ouais. C'est que quand on parle des migrants, des clandestins, tout ça, on dit on tape sur l'islam. Je n'ai jamais tapé sur l'islam, je ne tape jamais sur les dogmes, jamais. Parce que je suis croyant et je ne me permettrai jamais de taper sur ça, jamais. Mais jamais, vraiment. C'est-à-dire que je ne parle jamais du Coran, mais je défie les gens de... Alors, l'islamisme radical, mais ça c'est pas le dogme. Hein. Ouais, parce que je fais référence en fait à un article dont on m'a beaucoup parlé de Boulevard Voltaire, où vous prenez la défense d'Israël en disant que c'est un espèce de rempart contre la civilisation, et si Israël tombe, ce sera comme des dominos qui se déverseront, etc. sur la France. C'est ça, mais je n'ai pas parlé de religion. Je n'ai pas parlé de religion. Ouais. Mais déjà, je suis pas assez. Mais Israël tombe au mains de qui? Alors je comprends pas trop. Israël, c'est l'Occident. C'est, faut dire les choses, c'est l'Europe. Ce sont des Européens qui, pour la plupart, voilà, sont venus. Même s'il y a eu avant Exodus, il y a eu du monde qui y vivait. Par conséquent, vous avez une France des cités qui s'approprie ce combat, qui d'ailleurs n'est pas le sien, hein, parce qu'elle pense que c'est son combat contre la France. C'est-à-dire que les Arabes qui sont en Israël, les Palestiniens, combattent l'Occident, eux combattent ici la France. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que les Arabes combattent les Palestiniens? Les Palestiniens. Bah, ils combattent plutôt les Israéliens, je oui. pense. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens d'ici. D'ailleurs, la France, c'est un des seuls pays où on est obnubilé par Israël et Palestine. C'est vrai ou pas? Ah non, c'est pas tout à fait vrai. En Europe, je parle. On est obnubilé. Vous allez en Espagne, type, ils s'en foutent. Bah non, il y a des pays, par exemple, je vais citer l'Afrique du Sud. Ils sont non, mais je parle en Europe occidentale. En Europe occidentale. On est là, comme si c'était, comme si le fait qu'il y ait Israël ou pas Israël, ça rend qu'on est dans une situation particulière, sachant que la France, c'est le pays d'Europe occidentale où il y a la plus grosse communauté musulmane et la plus grosse communauté juive. C'est une réalité anthropologique, sociologique. Déjà, musulman, c'est pas une communauté ethnique. Non, c'est une communauté religieuse. Bon. C'est-à-dire que... comme juif, finalement. Oui, mais je veux dire, un Africain subsaharien, le Palestine, il s'en fout. Hein. Aujourd'hui, non, c'est pas tout à fait vrai. Peut-être s'il est embrigadé, mais théoriquement, il s'en fout. Je veux dire, pour lui, et moi d'ailleurs, j'ai été dans certains combats, tiens, par exemple le Darfour. Ouais. Moi, j'ai pas vu de pro-palestiniens militer en faveur du Darfour, alors que c'est vraiment un vrai conflit ethnique, c'est-à-dire des Arabes contre des Noirs. Bon. Donc, les Français d'origine africaine, ils devraient aussi avoir ça dans leur tête.
En Mauritanie, c'est aussi un conflit ethnique. Tout à fait. Bon, des Arabes comme des Noirs. Moi, j'ai pas vu de jeunes Maghrébins manifester pour le Darfour, pour la Mauritanie, par exemple. Je pense que on doit avoir ça aussi en mémoire. Donc, ceux qui sont embrigadés et luttent pour la Palestine, ils devraient savoir déjà ça. Je pense que c'est quand même assez important. Parce qu'on utilise... ils veulent utiliser la religion pour fédérer du monde. Médiatiser le conflit. Oui, et c'est dommage. Voilà, au Darfour, en Mauritanie, que ce qui se passe en Israël. Moi, j'ai manifesté pour le Darfour. Et avec des types de gauche, en plus, pour vous dire jusqu'où je suis allé, quoi. Avec Médecins Sans Frontières, ça. Et j'ai vraiment pris ça à cœur. Parce que à l'époque, c'était... ça va être toujours d'ailleurs un massacre. Mais la médiatisation du conflit, elle est incomparable, quoi, quand même. Maintenant, moi, je vais vous dire... J'ai pris en fait l'exemple à l'époque de l'Algérie dans le texte. Oui. C'est-à-dire que lorsque la France est partie d'Algérie, en laissant hôpitaux, maisons, c'est ce qui est dans le texte. Je me rappelle bien. Oui, bien sûr, je me rappelle, oui. Parce que je l'ai écrit il y a quelques années. Eh bien, c'est comment dire, c'est une façon de se dévaloriser. C'était une façon de se dévaloriser face à l'immigration algérienne ici. C'est-à-dire que c'est une façon de dire aux enfants de ceux qui ont eu l'indépendance, aujourd'hui FLN, que la France est faible. Et je pense que par exemple, moi je suis persuadé que les problèmes que l'on a dans ces banlieues viennent du conflit de la guerre d'Algérie. Parce que en partant comme ça, en lâchant le pays, en lâchant 1 million de pieds noirs, on a fait croire à une guerre symbolique, d'une guerre symbolique, une victoire symbolique, quoi, alors que militairement on l'avait gagné. Oui, mais on sait que c'est une victoire militaire et une défaite politique là, voilà. Clairement. Mais cette défaite politique, elle a eu a été très mauvaise pour nous. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ces jeunes pensent qu'ils regagnent cette guerre. C'est-à-dire qu'ils se sentent supérieurs parce que leurs pères leur ont transmis l'histoire de la victoire et de l'indépendance. Ils ont bouté les Français d'Algérie. Et c'est là où c'est important l'histoire. Et comme on leur enseigne pas en plus l'histoire de France, donc on se sent tout puissant dans les quartiers du fait de cette victoire. Enfin, qu'on pense être une victoire. Et je fais le parallèle avec ce qui se passe en Israël, c'est que si on fait tomber un pays occidental, eh bien, ça fera augmenter cette force et ce mépris de la France. C'est-à-dire que, moi je vais vous dire, quand on dit, à Sarcelles on dit sale juif, eh ben, c'est le même mec qui dira sale français. C'est là où il y a la corrélation. Ouais, mais bon, des Français des sales juifs à Sarcelles. Voilà. Non, je parle pas des Par exemple, ici, voilà, Épinay, vous connaissez bien cette circonscription, oui, il y a une grosse communauté juive. Mais je suis désolé, ils se baladent, ils n'ont jamais aucun problème. Moi, je les vois tous les jours, j'ai jamais entendu. Mais c'est de moins en moins le cas. Voilà. C'est de moins en moins le cas. Je sais pas, je les vois, moi je se baladais, j'ai jamais constaté mais une aujourd'hui, altercation de stress entre les gens. Prenez la rue de Paris, d'Épinay-sur-Seine, il n'y a plus de cachère. Il n'y en a plus. Ah ouais, mais bon, ils sont partis, oui, c'est vrai qu'il y en avait, il y avait un hypermarché. Voilà, bon, voilà. Mais c'est pas ça le truc. Le truc, c'est que... ils faisaient peut-être économique aussi. Mais, nous dire qu'ils sont... C'est pas abusé de dire... C'est un exemple. Oui. Mais dans le fond, tout est lié. Tout est lié. C'est-à-dire que si ça tombe, eh bien ça tombera ici. C'est pas évident ça. Parce que je peux prendre un contre-exemple. Par exemple, ce qui s'est passé en Indochine. La France aussi s'est fait... Alors c'est une vraie défaite militaire. C'est une défaite militaire. Pour le coup, ils pourraient fanfaronner tous ces Vietnamiens et tout. En plus, eux, ils ont mis et les Français et les Américains dehors. Pour le coup, c'est une double victoire. Oui, mais vous n'avez pas d'immigration immense vietnamienne en France. Oui, enfin, il y en a quand même. Voilà. Mais on les entend jamais fanfaronner là-dessus. C'est pourquoi? Mais c'est aussi les esprits des peuples. Chaque peuple est différent. On va faire la deuxième pause et puis on va revenir avec les questions puisque de toute façon vous avez plein de questions. On a vu, je crois pas qu'on pourra même répondre à tout tellement il y en a.
Voilà. Sur l'Algérie, là, j'ai l'impression, non? Ah bah en tout cas, il y a oulala, en tout cas, il y a des réactions en pagaille. De toute façon, on s'y attendait. Donc, on revient juste après la pause et puis on va répondre à vos questions. Et la régie, elle est prête. À vous, la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, on abrège les pauses parce que comme on a encore on a beaucoup parlé, il y a encore pas mal de choses à dire, beaucoup de questions, toujours avec Mike Borowski et on va répondre à vos questions. Alors je vais commencer par la première question justement qui est en rapport avec ce qu'on a abordé dans la deuxième partie. Que pense l'invité de l'influence du TAFTA sur le pays? Que propose-t-il? C'est vrai que le TAFTA c'est un grand enjeu quand même alors. Bon, déjà personne ne sait ce que c'est vraiment. Ah bah ici ils sont un peu informés quand même, le public qui le regarde, mais c'est vrai que le grand public... Alors le public il est dans les négociations alors, parce que personne... il sait sur quoi ça... On ne dit rien, on ne sait rien, personne nous dit quelles seront les normes, enfin on ne sait rien du tout. Mais en gros on sait vers quoi ça va mener. Quoi. Et évidemment le TAFTA c'est une très mauvaise chose, ça participe à la dépendance de la France vis-à-vis des États-Unis. Voilà. Il faut remettre en cause, mais visiblement... c'est pas le cas de nos élites qui rêvent de ce TAFTA. Ah oui, parce que ce TAFTA, c'est quand même presque une fusion avec les États-Unis. Bien sûr. Ça, on peut parler de... J'écris beaucoup dessus. Je suis archi contre. Maintenant, ceux qui ont le pouvoir le veulent. Ils veulent ce TAFTA. J'ai entendu dire dernièrement que visiblement on va un peu amender en faveur des Européens. Mais bon, je ne connais pas le texte. Je ne sais pas s'il y a un écrit. Mais il n'y a rien de bon, c'est rien de bon, on va dire. D'accord. Alors, on me dit, autre question, quelle est la définition du peuple pour l'invité? Et est-il dur de garder les pieds sur terre et le sens des réalités quand on fait de la politique à haut niveau? Bien sûr qu'il est difficile. Quand on a été prof de sport, par exemple, et qu'on se retrouve sénateur à 6 000 € net par mois, avec... 8 000 € de faux frais et une enveloppe parlementaire de 150 000 € qui fait qu'on peut l'utiliser comme bon nous semble, puisque c'est un système, on va dire, un peu opaque. Évidemment que c'est dur. Quand vous avez gagné 2 000 €, que vous avez tout cet argent et que lorsque on vous porte au nu parce qu'un sénateur ou un député auprès des gens... c'est quelque chose, oui, ça a une certaine valeur. C'est une grande reconnaissance sociale. Moi, par exemple, j'ai gagné très peu ma vie en tant qu'attaché parlementaire, je gagnais dans les 2 000 €. Bon, c'est pas grand chose, mais quand j'allais chez mon banquier, je suis attaché parlementaire, le mec il était impressionné par la fonction. Et pourtant, je gagnais pas gros. Donc les gens ne peuvent pas rester les pieds sur terre, et c'est normal. Quand vous avez des types qui à chaque fois vous apportent à manger, ils vous font vos fiches, ils vous écrivent ceci, cela, ils vous ouvrent la porte comme si vous étiez un type important, on pète les plombs. D'accord. Et on veut que ça continue, donc on cumule et on fait et on veut être député le plus longtemps possible. Et quand on n'est plus député, j'en connais un qui était député de Seine-Saint-Denis, député maire du Rincy, je ne me rappelle plus son nom. Un certain Raoult. Voilà. un copain à moi. Un grand copain, ouais. Je sais que vous êtes. Alors là, vous êtes grands amis. Mais je crois que lui, il a pété les plombs et il n'est pas très bien en ce moment. Je crois qu'il n'est pas très bien. Mais je lui souhaite beaucoup de courage. Mais lui aussi nous disait qu'Israël était plus important que les retraites. Alors ça, c'est une grosse connerie de sa part, comme tous les jours. Mais bon, des conneries venant de sa part, c'est pas une nouveauté. D'accord. Mais concernant Israël, j'arrête tout de suite les internautes qui vont poser des questions sionistes, machin. Moi, c'est les intérêts de la France. Oui. C'est ce que je veux dire, c'est ça qui m'importe. L'intérêt d'Israël. Bon, si on travaille avec eux, qu'on marque commerce avec eux, bon, bien sûr. Mais je veux dire, c'est l'intérêt de la France d'abord. D'accord, des choses. Voilà, c'est pas mon pays, quoi. Voilà. Alors, on me dit. Que pense l'invité de la sortie médiatique de Monsieur Macron sur les fonctionnaires? Il se fout de notre gueule quand on vous entend nous raconter le train de vie politique. Parce que, effectivement, alors, de quels fonctionnaires? Lui, il parle évidemment des fonctionnaires... D'en bas. D'en bas, bien sûr. Évidemment. Oui, parce que les fonctionnaires d'en haut, ça, il touchera pas. Mais de toute façon, même d'en bas, il touchera pas. Je pense qu'il touchera rien. Il doit donner des gages un peu libéraux, des gages libéraux à Bruxelles, en disant voilà, on va réformer sur ceci, cela. Puis, vous savez,
la politique, c'est aussi des concepts marketing. Ouais. C'est-à-dire que on fait fuiter des choses. Parce que Macron, il s'est pas dit lui-même, tiens, je vais parler de ça. Hein. On lui a dit, écoute, t'es gentil, tu vas sortir ça. Et puis on va voir les réactions. Voilà, et on va voir les réactions, on va voir ce qui se dit. Moi, Hollande, si les réactions sont mauvaises, ben, je dirais non, je suis attaché à la fonction publique, donc ça fait passer pour un mec de gauche face aux frondeurs. Et puis ça montre aussi, ceux qui sont un peu centre-droit, un peu libéraux, que tout chez nous, on a quand même un peu de libéralisme. D'accord. Voilà, donc encore des petites perturbations techniques, hein, et donc visiblement vous n'entendiez plus, donc voilà, ça a coupé, mais ça a repris, là normalement tout fonctionne à nouveau. Alors je vais reprendre la question, est-ce que l'invité a observé, assisté à des jeux d'influence par des lobbies, lobbying industriel ou communautaire, pour privatiser en quelque sorte certaines décisions politiques? Est-ce que... c'est vrai que toi tu as observé ces jeux de réseau, quoi. Ça existe, par exemple, il y a un truc que font les attachés parlementaires, que je n'ai jamais fait, hein, je ne vais pas vous dire sans mentir, je l'ai jamais fait, qui travaillent avec des boîtes de lobbying pour faire passer certaines lois. Ouais, certains amendements, etc. Voilà. On a vu ça, ouais. Bon, c'est aussi d'attachés parlementaires, de députés ou de sénateurs de gros calibre. Faut dire les choses. Des types qui ont assez d'influence pour faire passer quelque chose. Bon, moi ça ne m'est jamais arrivé. Vous n'avez pas été approché, voilà, par des... Non, franchement, j'ai jamais vu de... Non. Non, enfin, pas moi personnellement. Le lobbying de Monsanto. Ouais. Voilà, ça me revient. Excusez-moi, ça fait quand même 3 ans que j'ai plus été dans le job. Donc, mais je vais quand même en reparler parce que c'est quand même important de le savoir. Ouais. Le sénateur pour lequel je bossais a été sénateur jusqu'en septembre 2011. Bon. En août 2011, il devait arrêter le Sénat. Et donc, il était avec... il avait une gonzesse qui travaillait pour le laboratoire Monsanto. Moi, je l'ai appris... j'ai appris bien après. Hein. Je ne le savais pas. Pour vous dire qu'on ne sait pas tout. Hein. Et vous verrez, j'ai appris ça par Mediapart. D'accord. Voilà, c'est en lisant la presse. Voilà, ce que j'ai trouvé aussi un peu malhonnête. Et vous reverrez, c'est-à-dire qu'il y a un amendement qui est passé au mois d'août où tout le monde s'en foutait, parce qu'il n'y a personne, en faveur de Monsanto. Donc oui. Moi personnellement, je ne l'ai pas vu, mais... vous avez eu la preuve que ça... J'ai la preuve, et venant de nos services. D'accord. Mais alors que je ne savais même pas. D'accord, donc en plus, pour montrer qu'il y a une forme quand même de secret qu'entoure un peu tout ça, quoi. Alors, il y a une question que je trouvais intéressante. Voilà, on me dit, d'après vous, quelles sont les qualités requises pour être placé à ces postes? Ah oui, comment on coopte vraiment? C'est quoi les grandes qualités qu'on demande Bon, je vais être un peu vulgaire là maintenant. Oh bon, allons-y, il est tard. Faut beaucoup coucher. Ah ouais, ça marche aussi comme ça. Marche. Ça aussi, la politique canapé, ça marche. Bien sûr, la politique canapé, ça marche très fort. Ça marchera très fort. Ah bah ça, c'est un petit scoop, d'accord. Sinon... si vous ne couchez pas et n'êtes pas, si vous êtes une femme, vous ne couchez pas et n'êtes pas homosexuel pour un homme, parce que l'homosexualité marche très fort aussi, hein, dans les partis. Mais dans tous les partis. Hein. Si vous n'êtes pas de ça, il faut être militant très jeune. Moi, j'ai été à 18 ans. Et avoir certaines études. Alors... tout dépend si vous êtes en circonscription ou vous êtes au Parlement. Vous êtes au Parlement, bon, il faut avoir certaines études, Sciences Po, Paris 2, des choses comme ça. Non, pas le Nord. Sinon, là, c'est quand même plus haut. Direct, ça propulse. C'est quand même plus haut. D'accord. Là, faut pas déconner. Bon. D'accord. Si c'est en circonscription, ça peut être un militant de base proche d'un député, d'un sénateur, voilà. Après... il y a du népotisme aussi, en France. Ou c'est pas très courant. Quand vous dites ça, c'est qu'est-ce que vous avez c'est-à-dire, est-ce que je veux dire, un député, il embauche des gens de sa famille Ah oui, bah oui, ça. Ouais. Oui, ça. Le truc qu'ils font maintenant, c'est qu'ils embauchent je sais pas, la fille ou le fils d'un député copain. Et le député copain embauche votre fils. Voilà, bon. Ça, c'est... on se rend des services comme ça, c'est ça un petit peu. Non, c'est clair. D'accord. Ça existe. La femme, le frère, le militant, enfin. Mais ça participe aussi
au fait que la politique, enfin, qu'il soit très mauvais, parce que faire un texte de loi, écrire des rapports parlementaires, c'est un métier. Hein. Moi, j'écris un rapport parlementaire, j'écris la loi, j'ai pas rigolé tous les jours, hein, ça je peux vous dire. Quand il fallait faire le rapport parlementaire sur la jeunesse, j'ai eu tout l'objet logement, c'était coton. Hein. Donc ça ne peut pas être fait par n'importe qui. Il faut avoir une certaine connaissance culturelle, il faut être un technicien, voilà. Mais lorsque vous donnez ça à un militant lambda parce qu'il est gentil ou et que vous l'embauchez comme attaché ou à votre femme ou à je sais pas qui, on voit que ces rapports sont merdiques quoi. Puis on voit que et puis ça participe à cette faiblesse intellectuelle qu'il y a sur la vie politique française. Enfin, d'où des fois ça explique voilà cette médiocrité en fait générale. D'accord. Alors on me dit que pense l'invité de la protection qu'offre un mandat de sénateur ou de député? La loi les protège. Bon, et lui, visiblement, il n'est pas protégé par l'orthographe. Mais bon, ça c'est un autre problème. Je comprends pas ce qu'il veut dire. En fait, il y a une immunité parlementaire. C'est ça qui remonte. Ouais, mais elle peut être levée très vite. Hein. Ouais, il faut que ce soit voté, c'est ça par le... Oui, ça peut être voté très vite. Je crois que celle de Balkany a été votée. Ouais, il y avait Tapi à l'époque aussi, on s'est souvenu de ça. Mais alors, le truc... Par exemple, Balkany. On parle de lui comme étant un fraudeur, un voleur, tout ce que vous voulez. Bon, enfin, je sais pas, ça c'est la justice de voir, mais bon, il a toutes ses affaires contre lui. Je vois le petit journal, le Canal, tous ces médias, il s'acharne. Pourtant, il est toujours réélu. C'est quand même bizarre, non? C'est-à-dire que le mec. C'est vrai que Balkany, ça reste une énigme parce qu'après, il s'est fait condamner, prison, et pourtant. Mais pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, un élu, et c'est là aussi que c'est la faute des Français, c'est que un élu, enfin les gens, ce qu'ils voient, c'est ce que ça va leur rapporter. C'est-à-dire que Balkany, c'est il arrose tout le monde à le Valois, c'est ça, ouais. Voilà. Mais bien sûr, parce que tout le monde sait très bien que le Valois, c'est la ville la plus entêtée de France. Oui, tout à fait. Tout le monde sait très bien. Mais un mec, il se dit, mais si je vote pour un autre mec que Balkany, bon, c'est sûr que le gars... Il va peut-être réduire la dette, mais la dette, il va la réduire comment? En prenant sur mes impôts. Ah oui. Donc on veut voter pour Balkany. Donc on vote Balkany. Et le mec élu premier tour. Ouais. Et puis bon, Balkany quand même, il y a le Paris basket, enfin Paris-Levallois basket. Peut-être que sans lui, ça n'existera plus. Il y a aussi pas mal de services. Ces services, est-ce qu'ils existeront si c'est plus lui? Parce qu'il faudra économiser. Vous voyez? Et c'est là où c'est dangereux, l'élection, justement. Et c'est moi, je milite contre ces élections locales. Et je dis qu'il vaut mieux mettre un type de l'État qui n'est pas obligé de... Enfin, je veux dire, un genre de préfet, quoi. Qui n'est pas soumis à l'élection, parce qu'il n'a pas arrosé, à donner à droite, à gauche. Et parce qu'il de toute façon, il ne sera pas élu. Voilà. S'il est mauvais, il est viré par l'État. Voilà. Et c'est parce que les élus sont devenus des pompes à fric. C'est-à-dire qu'on a habitué les gens à ce que les élus donnent comme ça, voilà, l'argent des Français, mais que les gens sachent que le Valois, ça va s'écrouler. Le Valois, ça va pas rester comme ça 50 ans. Hein. Ça va s'écrouler. Ouais, et c'est eux qui paieront. Et c'est eux qui paieront la dette à la fin. C'est eux qui paieront. Parce que c'était effectivement la ville la plus endettée de France. Oui, mais Balkany il s'en fout, il a 70 ans, il fait encore un mandat, il aura sa retraite, il dira merci, au revoir, il laissera au successeur, et qui fera sûrement comme lui, et lui il aura sa retraite de parlementaire, de maire, de conseiller général, de tout ce qu'on veut, et puis il laissera une ville en piteux état, voilà. Et puis, au revoir messieurs. Et type morfleron. Mais il faut aussi responsabiliser les citoyens. Et leur dire que c'est pas jackpot tous les jours. Ouais. Mais bon, ça on le fait pas. Ouais. Alors, une question me dit, c'est vrai, qui pourrait être cet homme providentiel? Il existe pour le moment? Je ne sais pas. C'est les circonstances. Qui pensait en 1798 que Bonaparte serait premier consul? Personne. Personne. Oui, donc on peut pas le savoir. Quelqu'un peut se révéler, les circonstances peuvent le révéler. Ça peut être, peut-être qu'il n'est pas né. Peut-être qu'il est né. Ça peut être dans 20, 30 ans, 50 ans, demain, je sais pas. D'accord.
Alors, il y a une autre question, on me dit, concernant l'organisation de la République matériellement, son fonctionnement en dehors des élus, mais qui sont véritablement les acteurs que l'on ne voit jamais? Qui sont-ils? Une caste, des hauts fonctionnaires, sincères, des lobbies? Voilà, il demande votre réalité, s'il vous plaît. Des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, des apparatchiks, des gens qui vivent de la politique. Il y a beaucoup d'apparatchiks. Ouais, d'accord. C'est-à-dire des gens qui sont dans les couloirs. Les gens sont dans les couloirs de l'UMP, du PS, ils naviguent. Des employés des sociétés amies, type la MNEF, choses comme ça. Par exemple, Valls, c'est un très bon exemple. Ouais. Valls, c'est un mec, il lui a fallu 9 ans pour avoir une licence, c'est-à-dire une L3, comme on dit aujourd'hui. 9 ans. Une L3 d'histoire. 9 ans. Parce qu'il était travaillé à la MNEF, c'est-à-dire la sécurité sociale des étudiants. Oui, tout à fait. Bon. À gauche, ça existait pas mal, ça. Vous avez des types qui se disent ils ont eu des doctorats comme Taubira et qui en fait n'en ont jamais eu. Ouais, ça s'appelle des apparatchiks. Oui, mais Rachida Dati aussi, il y avait des, peut-être Dati, des oui, soupçons sur ses diplômes. Mais, bon, ça arrive souvent, visiblement. Ouais. C'est un peu plus à gauche. C'est pas parce que à droite on est honnête. Non. C'est parce que comme les facultés sont tenues plus par la gauche que par la droite. Par exemple, Cambadélis, on lui a fait cadeau de son doctorat. Je ne sais même pas s'il a écrit quelque chose ou s'il a pas pompé sur un mec. Alors que on a appris dernièrement, je crois, d'un journaliste de Mediapart qu'en fait, il n'avait pas du tout de doctorat, quoi. Voilà. Bon. L'apparatchik a une belle expérience de vie en politique. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui rentre tôt en politique. Il rentre en politique, quoi, il est dans les couloirs, il peut faire quelques services privilégiés en nature. Ah mais ça aussi, ça fait partie du truc, hein, vraiment. Ça vous confirmez. C'est un peu la cour, quoi. D'accord, d'accord. Alors, c'est ça. L'apparatchik aujourd'hui, en fait, c'est l'apparatchik et le haut fonctionnaire. Voilà, c'est les deux mecs qui réussissent. D'accord. C'est-à-dire, soit vous êtes énarque, Sciences Po, par exemple, il y avait le cas de Benjamin Lancard qui était Sciences Po, HEC, maintenant qui a fait l'ENA, qui lui réussira quand il arrive. Bon, alors lui, ministre un jour, lui, c'est ça. Voilà. Ouais. Ou l'apparatchik, le mec qui n'a pas ses diplômes, qui n'est pas brillant intellectuellement, mais qui a d'autres qualités qu'on utilise aussi. Voilà, qui est dans les couloirs, et qui se met peut-être parfois sous la tutelle d'un type costaud, quoi, d'un conseiller, d'un sénateur, d'un député ou d'un ministre important. Voilà. C'est les deux personnes qui réussissent. D'accord. Alors, si vous êtes autre chose, ce sera compliqué pour vous. En fait, petite question, là c'est moi, subsidiaire, il y a de la place pour les gens honnêtes là-dedans? Ben non, c'est pour ça que je vous le dis, il faut renverser la table. Ouais. On peut pas faire des petites réformes, genre on fait une 6ème République. J'entends souvent 6ème République. Une 6ème République, c'est quoi? Si aujourd'hui on a un régime à peu près, on va dire, présidentiel. Si on fait une 6ème République, c'est le retour à la 4ème, la 3ème. C'est-à-dire, ce sera pire encore peut-être. C'est-à-dire la République des partis. C'est-à-dire le parlementarisme, les partis qui gouvernent, et ce sera les mêmes. On sera dans le même travers, en fait. Oui, le même travers. On finira par. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut. Quand on veut changer, il faut renverser la table. Il faut aller sur autre chose, sur un autre régime, sur d'autres constitutions, sur une autre façon de faire. Sinon, on n'y arrivera pas. D'accord. Alors, une petite question. Que pensez-vous de la franc-maçonnerie sur l'histoire des républiques qui sont succédées? Rien de bien. Rien de bien. Je ne suis pas du tout dans la franc-maçonnerie. Elle est présente au niveau, parce que c'est ce qu'on dit tout le temps. Oui. C'est pas un fantasme du peuple, ça. Bon, d'un côté, ils peuvent pas non plus dire qu'ils sont francs-maçons. Ils peuvent pas crier sur les toits, quoi. C'est quand même. Bon, maintenant, je pense que c'est quand même un peu exagéré le pouvoir d'influence. D'accord, il faut déromantiser un peu, mais quand même, ça existe, c'est là et c'est présent. Mais moi, ce que je pense, c'est que intellectuellement, c'est néfaste. Ah, d'accord. Voilà, intellectuellement, c'est néfaste. C'est, comme on disait à l'époque Richelieu, je crois, un État dans l'État. Ouais, d'accord. Bah, comme c'est le livre de Sophie Coignard sur le sujet, quoi. L'État dans l'État. D'accord. Alors. Bon, là, c'est bien, on me pose que des questions sur la politique, donc ça va. Ah oui. Ah bah, une petite question sociale, justement. On me dit bonsoir, monsieur Burowski, c'est Borowski. Vous évoquiez le délitement du pays et le chaos ambiant qui y règne. Que pensez-vous donc de la nouvelle génération de jeunes Français en banlieue et au-delà? Merci.
Il y a un espoir quand même avec cette génération ou pas? Ou c'est foutu, c'est cramé, les jeunes de banlieue? Je suis très circonspect sur les nouvelles générations, mais peut-être parce qu'en prenant de l'âge aussi. C'est pas impossible. Mais vous qui avez pratiqué le terrain en plus, maintenant, particulièrement dans le 93. Maintenant, il y a du bon et du mauvais évidemment, mais comment dire, parce qu'il y a quand même une génération qui se réveille, ouais, ça existe. Non mais c'est quoi, ils sont... Je les sens. Vous savez, pour changer les choses, il faut avoir envie de mordre. Et il faut avoir envie de lâcher sa PlayStation et son smartphone. Bien sûr. Et faut avoir envie d'être indépendant, ne pas vouloir être sous la mainmise de quelqu'un. Parce que moi, je vois souvent des amis avec qui j'ai commencé la politique, qui, quand ils sont pas d'accord avec l'UMP, ils vont à FN ou ils vont chez Dupont-Aignan ou je sais pas qui, parce qu'ils se disent que je dois être sous tutelle de quelque chose ou quelqu'un. Voilà, donc dès qu'on pense ça, c'est foutu. Le problème, c'est que le consumérisme a pris les esprits de nos jeunes. Et il faut savoir que pour réussir, il faut pouvoir tout risquer et tout perdre. Mais j'ai pas l'impression que c'est ce qui domine dans l'esprit des gens. Ils sont une minorité à penser comme ça, tu penses? Ouais. D'accord. Ok. Alors, pouvez-vous brièvement nous présenter les personnes qui écrivent des articles sur votre site? C'est vrai qu'il y en a plusieurs. Alors j'ai quelques gens connus comme Christian Van Est, Jean-Yves Le Gallou, qui se disent de la réinfosphère. Mais j'ai voulu aussi donner la parole à des gens plus jeunes de ma génération, parce que je voulais que... Alors, c'est pas forcément très connu. Bah tiens, il y a Adrien Bauzy, qui vient souvent chez vous, que je salue ce soir. Oui, des jeunes de ma génération, parce qu'on a quand même des choses à dire. Donc j'essaie de mélanger des politiques un peu connus, qui ont eu une carrière, qui ont eu une expérience, avec des plus jeunes, qui sont dans notre état d'esprit. D'accord. Mais est-ce que vous considérez quand même... Pour vous, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir quand même sur ce qui est en train de se passer? Parce que autant, c'est vrai que le pays s'effondre, voilà, on ne va pas revenir là-dessus, on a largement évoqué, mais on constate aussi qu'il y a une espèce de réveil aussi, en fait. Ça ah oui, c'est vrai. On a un esprit réactionnaire et conservateur qui prend le pas, c'est vrai. Et c'est une bonne chose. Moi, je veux dire, je pense pas que le pays soit foutu. Il y a des types qui vivent sur ça. Le pays n'est pas foutu. On a connu pire. Vraiment, les périodes de 1789, 1799, avec la terreur où on coupait la tête à tout le monde et personne ne pouvait bouffer. On avait à bouffer. Ouais. C'est quand même quelque chose. Aujourd'hui, on n'est pas dans ça, quoi. Je pense que les esprits s'éveillent. On va. Moi, je suis persuadé que la République a très peu de temps à vivre. J'en suis sûr. Oui, parce que voilà, quand on voit des gens comme Philippe de Villiers, vous avez dû voir son livre, voilà. Bon, c'est pas un grand exemple parce que voilà, le type qui vient des élites, qui a fait l'ENA, voilà, et qui il nous dit en fait 30 ans après, on se fout de votre gueule. Voilà, ça me fait rire. C'est un peu comme j'ai vu il y a pas très longtemps une fille qui était mannequin et qui avait fait le buzz d'ailleurs. Elle disait on m'a trouvé trop grosse, donc elle dénonce parce qu'elle n'a pas eu son job. La maigreur, l'extrême maigreur dans le mannequinat. Mais elle travaillait, elle le dénonçait pas, quoi. C'est un peu le problème, c'est-à-dire que quand on est dans le truc, et je suis coupable moi aussi, hein, parce que moi-même, quand j'ai été attaché, je dénonçais pas trop, hein, j'étais pas le gars, j'étais pas le rebelle, quoi. Vous n'aurez pas pu tenir que le discours que vous tenez aujourd'hui? Non, j'ai jamais fait, je l'avais jamais fait. Et c'est une prise de conscience que j'ai eue quand même. C'est une prise de conscience, je me suis dit... ça suffit, quoi. Faut plus continuer comme ça. Mais je veux dire, moi ça me fait rire des gens qui sont. Moi je l'ai fait moi j'ai pris la conscience à 30 ans. Bon, alors que lui quand même à 60 balais, quoi. C'est quand même différent. Je veux dire, quand on est dans le système, on le balance pas. Voilà. C'est dommage. C'est vrai, d'accord. Alors, il y a une question intéressante. On me dit, puisque la gauche a tué Mike, serait-il séduit par une société basée sur l'anarchie, c'est-à-dire l'absence de maître
et la responsabilisation faut l'ordre. de chacun. L'ordre et l'autorité, ce sont les premières valeurs de l'homme, parce que l'homme recherche l'ordre. Sans ordre, il n'y a rien, c'est le désordre, c'est le chaos. Et l'anarchie, c'est le désordre. L'anarchie, c'est le désordre. Vous ne croyez pas en la responsabilisation de chacun, comme elle dit. Ça, c'est le libéralisme à l'anglo-saxonne. Ça, c'est les anglo-saxons. Ça, c'est pour les Américains. C'est pour les Anglais, c'est pas pour les Français. Les Français, ils veulent l'État. L'État respecté, ils veulent le menhir. Ils veulent s'accrocher à quelque chose. D'accord. Alors, on me dit, ça aussi une question qu'on n'a pas trop abordée, on me dit, bonsoir Monsieur Borowski, la religion, la chrétienté ou l'islam, pour vous, sauvera-t-elle la France? La déchristianisation a fait beaucoup de mal à ce pays, la laïcité a fait beaucoup de mal, donc la République. C'est la déchristianisation, je parlais surtout d'abord de chrétienté parce que c'est quand même l'origine du pays, quoi. Mais c'est... La déchristianisation, je vais dire une chose, l'homme a besoin de croire. Je préfère quelqu'un qui est musulman, qui croit dans sa religion, qu'un athée. D'accord. Vous voyez parce que quand l'homme ne croit pas dans la religion, il croit dans autre chose. Et dans l'autre chose, c'est pas bon. C'est le marxisme, c'est le petit livre rouge, c'est des idéologies créées par les hommes qui ne sont jamais bonnes. D'où, et moi je pense qu'il faut revenir à un concordat contre la laïcité. On doit remettre le prêtre dans les écoles. Est-ce que je veux dire? Ce sont des valeurs, parce qu'on apprend des valeurs ainsi. D'accord. C'est pas les valeurs du progressisme, de moi je me sens homme, je me sens femme. Ça, c'est les valeurs de la République. C'est pas les valeurs religieuses. Et d'ailleurs, c'est là où je mets en garde les Français musulmans qui croient dans la religion. C'est que le socialisme, quand ils votent pour eux, c'est pas juste les papiers du cousin de la cousine et les allocations. C'est tout le package de socialisme. Enfin, la République, la gauche, l'UMP, tout ça. C'est tout le package. C'est le genre. C'est est-ce que votre papa doit porter une robe? D'ailleurs, les attaques contre l'islam, elles viennent souvent de la gauche, il faut bien le dire. Les lois d'inspiration anti-musulmane, si on peut le dire, c'est quand même des lois d'inspiration de gauche. C'est des lois républicaines. Moi, je vais vous dire. À droite, on a dans les postures. Mais qui est le premier qui a mis dans les écoles la théorie du genre? C'est qui? C'est Vincent Payon. Non. Ah bon, c'est qui? Ça s'est fait avant, c'est Luc Châtel. Ah, c'est Luc Châtel. C'est Luc Châtel. D'accord. Voilà. Vous voyez? Du temps de Sarkozy, alors. Du temps de Sarkozy. C'est là où il monte aux gens. C'est-à-dire que Luc Châtel va venir et dire ouais, c'est honteux, Najat Belkacem, d'accord. Mais c'est lui qui l'a fait. Pendant Manif pour tous, les UMP ou même le FN, ils se sont réveillés quand ils ont vu qu'il y avait du monde dans les rues en disant on ne veut pas du mariage pour tous. C'est à ce moment-là qu'ils sont réveillés. Pas avant, hein. Parce que quand ils vous disiez que souvent ils étaient pour par derrière, mais que face à l'électorat, c'était pas terrible, donc ils avaient plus des positions un peu contre, mais finalement. Mais en 2017, si je sais pas moi, lequel remplacera Hollande, s'il est remplacé, que ça soit Marine Le Pen ou allez, on va dire Sarko, Juppé, Le Maire, j'en sais rien, aucun d'eux ne reviendra sur le mariage homo. Aucun. Et la théorie du genre sera imposée, quoi qu'il arrive. Alors ce sera imposé d'une façon subtile, en disant oui mais c'est pour comment dire, apprendre l'égalité. Oui, parce que son nom de l'égalité, voilà. Égalité. C'est très pervers. Hein. Oui, complètement. Ouais. Alors, quelqu'un qui me dit, vous incluez le FN dans les partis politiques qui ne prennent que des postures et qui n'assument pas ce qu'ils disent en prenant des décisions en incohérence avec ces postures. Cependant, le FN n'a jamais été en situation de pouvoir au niveau national, donc comment pouvez-vous être certain qu'il fera les mêmes choses que les autres en situation de pouvoir? Je vais revenir sur le mariage gay. Ouais. Qu'est-ce qu'a dit est-ce que Marine Le Pen a été contre le mariage gay? Elle a une posture un peu hypocrite, on va dire. Mais pourquoi? Parce que, pareil, dans l'ensemble de son cabinet, on sait que tout le monde était plus ou moins pour. Évidemment, il y a déjà ça. Mais il y a aussi une deuxième chose. C'est que Marine Le Pen, elle veut être bien vue par les médias. Faut se dire les choses. Ouais, clairement. Ouais. Faut se dire. C'est-à-dire que même si au fond d'elle-même, elle y croit, elle est contre,
comme elle réfléchit en politicienne de la République, eh bien, elle met de l'eau dans son vin. Mais Marine Le Pen, elle a un discours de gauche. Elle n'arrête pas de dire je suis pour la laïcité. Mais c'est la laïcité qui bride les gens dans leur religion. La laïcité, c'est pas dire. Quand on dit que c'est la liberté du culte, c'est faux. La laïcité, c'est une façon politiquement correcte de dire on ne veut plus de culte. On veut la République. D'ailleurs, le plus honnête là-dessus, ça a été Payon, qui a dit la laïcité, la religion de la République, justement. Voilà, c'est tout. Qui a dit pour exclure. Donc lui, au moins, il a été honnête, j'ai envie de dire, dans sa déclaration. Quoi. C'est pour ça que je ne veux pas de la laïcité. Moi, on peut faire un concordat, ou alors, je sais pas, une constitution, on peut inclure de la religion, enfin... Ça, bon, après, ça débattre. Mais c'est vrai que ces postures, parce qu'il paraîtrait même que Christiane Taubira, qui dans les milieux, on sait, antillo-guyanais, était foncièrement contre le mariage gay, enfin mariage gay, mariage pour tous, comme on va prendre le mot de novlangue. Il paraît qu'en privé, elle leur disait vous savez, moi je suis contre, et pourtant c'est elle qui a porté le projet. Je n'étais pas au courant. Voilà. Mais d'ailleurs, vous voyez là où c'est pervers, c'est que regardez, qui c'est qu'on envoie défendre ses positions? Najat Belkacem, Christiane Taubira. C'est quand même pervers, hein. Oui, c'est pervers. C'est-à-dire qu'on envoie le bombeur dire tiens, tu vas nous sortir tes trucs. C'est quand même pervers. Ce gouvernement, il a que les pannes de la perversion. Mais tous, oui, mais c'est vrai. À l'époque, qu'est-ce qu'a dit particulier. Sarkozy? Qu'est-ce qu'a dit Sarkozy sur Dati? Il a dit ça avait un sens de mettre une beurette au ministère de la Justice. C'est quand même pervers. Vous voyez ce que je veux dire? C'est extrêmement raciste de dire ça. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Je suis d'accord. Une fois aussi face à Audrey Pulvar, il lui avait dit oui, je sens que vous êtes concerné par les contrôles d'identité. Ah bon? Pour Audrey Pulvar dans une entrevue. Bon, ce qui était aussi très limite. C'est un mépris. Très limite. C'est un mépris. Mais moi, ce qui me désole, c'est que tous ces mecs là. Quand je vois par exemple Épinay, il vote à 60% pour Hollande, enfin en tout cas en 2012, je trouve ça très pervers. Parce que Hollande, il n'est pas là pour faire du bien à ces mecs, il est là pour que vous le fassiez élire. Ou Sarkozy ou un autre. Hein. C'est-à-dire que il a juste une psyché, on va dire, purement électorale. D'accord. Alors, on me dit, que pensez-vous de BHL, Attali, Zemmour? Bon, c'est un petit peu le grand écart, parce que c'est pas tout à fait les mêmes. Alors Zemmour, BHL, vous avez dit que vous appréciez. Moi, j'aime beaucoup Zemmour. BHL Attali, BHL, c'est justement Zemmour, il disait que c'était des types hors sol. Hein. C'est-à-dire des gens qui vivaient d'aéroport en aéroport. Hein. Comme ils l'ont dit, les hôtels sont les nations sont des hôtels. Voilà. C'est la phrase d'Attali. Donc c'est ça. C'est BHL, Attali, c'est l'anti-France. Le gouvernement mondial, c'est dissoudre la France dans une autre structure mondiale. Ça n'existe pas parce que les gens sont attachés à leur fort intérieur à quelque chose, à une nation, à une nationalité. Ils sont attachés à un endroit, à un territoire et le monde, c'est pas une nation. D'accord. Donc les nations hôtels, on proscrit. Zemmour, j'aime bien. Ouais. Je suis pas d'accord avec lui sur le gaullisme parce que je suis pas gaulliste. Je suis pas fan du général de Gaulle parce que c'est un peu l'illusion de la grandeur de la France. Mais bon, parfois il faut une illusion. Et voilà, c'est ce qui diffère avec lui. D'accord. Alors, une question ici. Est-ce que vous connaissez Étienne Chouard? Je connais deux noms, mais je ne connais pas les positions qu'il... Vous ne connaissez pas, donc je vais pas poser la question. Alors, on me dit, est-ce que l'invité tenait déjà ce discours quand il œuvrait aux côtés de l'UMP? Voilà. Ah non, mais je lui dis non. Ouais. Et je fais mon mea culpa. J'ai eu mon opportunisme. Il faut dire les choses. Maintenant, vous avez pensé que vous aussi vous pourriez arriver à des places. Bien sûr, et peut-être que j'aurais été un gros con si j'avais été conseiller de ministre ou député. Je le dis pas. Maintenant, j'ai pris conscience, mais il faut pardonner aussi à la jeunesse certaines erreurs. D'accord. Alors, il y avait cette question, effectivement, où on me disait « Que pensez-vous du système de propriété d'usage en opposition à celui de propriété lucrative porté notamment par Bernard Friot? Ne trouvez-vous pas qu'il y a un problème majeur dans un monde où 1% de la population détient plus de richesses que les 9% restants ?» Ça, c'est le fameux
fameux problème des propriété d'usage, propriété lucrative, on peut dire, entre propriété d'usage. C'est-à-dire qu'ils souhaitent ce qu'ils appellent aujourd'hui l'économie solidaire. C'est-à-dire que propriété lucrative, c'est au sens où c'est Veolia qui est propriétaire, par exemple, d'un réseau d'adduction d'eau. Une propriété d'usage, ce serait une propriété publique. Il n'y aurait pas de propriétaire qui ferait de l'argent en fait avec cette propriété. Vous savez, je crois pas non plus dans les économies alternatives qu'on veut mettre en place. Maintenant, comme je le dis, voilà, on doit créer un nouveau système, mais il faut que les gens sachent qu'il y aura des riches, il y aura des pauvres, il y aura toujours dans une société 10% suivant ce que ça va bien ou pas, entre 5 et 10% mais là, de gens qui sont... c'est quand même très inégalitaire, foncièrement. Mais comment dire, il y aura toujours entre 5 et 10% de gens qui sont à côté de la plaque. C'est comme ça. Bon. Il n'y a pas de système parfait, mais je ne suis pas, en économie, Mais moi, je ne crois pas dans les trucs à la... c'est-à-dire que quoi, il parle de Airbnb, des choses comme ça. Par exemple, non, mais lui il parle surtout du fait que le fait qu'en fait un très petit nombre détient l'ensemble du capital et que l'immense majorité, donc 99%, ne détient rien du tout, quoi. C'est-à-dire que la richesse aujourd'hui dans notre monde, elle est foncièrement concentrée entre les mains de très petites personnes, y compris en France. On le sait que les gens qui tirent parti vraiment des bénéfices sont très peu nombreux, tout petit. Pourquoi c'est comme ça? Parce que on dit à tort que le pays est libéral. Enfin, moi j'aime pas ce mot libéral parce que c'est pas mon champ lexical. Mais le pays est maintenu par le système social d'aujourd'hui. Les gens sont maintenus dans une pauvreté. Prenez l'exemple des Antilles. Ouais. En faisant des gens soit des fonctionnaires ou des bénéficiaires du RSA, on les maintient, cette mainmise de l'État-providence maintient les gens dans la pauvreté. Ça c'est un truc à casser. Alors, il faut dire les choses, vous aurez jamais je veux dire, ça va jamais s'inverser, vous n'aurez jamais les 99 de gens qui posséderont 99 et voilà. C'est bon. Mais ça, c'est depuis que le monde est monde. Mais il faut permettre aux gens de pouvoir gagner leur vie par leur travail et correctement leur vie, décemment leur vie. Mais ce n'est pas. C'est en libéralisant la microéconomie, c'est-à-dire l'économie des PME, des TPE, des salariés, qu'on réussira. C'est pas en maintenant les CDI avec un code de travail de 10 000 pages ou un SMIC qu'on le fera. Ça, j'y crois pas. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on a une question, me dit, vous qui avez le capitalisme pour modèle, que pensez-vous du MEDEF et de sa volonté à imposer une immigration massive en France pour faire pression sur la baisse des salaires? Je suis contre le MEDEF. Vous voyez, on peut se retrouver. Je suis pas... Voilà, c'est là où il y a des différences dans les mots, où la sémantique n'est pas comprise. Je suis pas un capitaliste, je suis pas comme dans les, vous voyez, dans les dessins de l'époque, le type avec son chapeau et son cigare. Comme vous avez dit, en gros, il faut abandonner la sécurité sociale, il faut abandonner la retraite par répartition. Là, les gens vous mettent dans une case capitaliste. Il faut donner des armes à nos entreprises pour pouvoir lutter. Maintenant, moi je vais vous parler du MEDEF. Ouais. Pourquoi je suis contre le MEDEF? Parce que le MEDEF ne représente rien ni personne. Le MEDEF, c'est la société française d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les élites qui se partagent des postes. Gattaz, c'est le fils Gattaz. Oui, lui-même descendant de là, le népotisme pour le coup. Voilà. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Hervé Lambel et qui s'est présenté contre Gattaz. Il a fait 8%. C'était le responsable du syndicat des TPE-PME. Enfin, c'est pas un syndicat, c'est plutôt une organisation patronale, on va dire. Mais le problème du MEDEF, c'est qu'il ne pense qu'aux 40 mecs du CAC. C'est qu'il demande des lois pour ces 40 mecs. Et c'est un faux libéralisme. Je vais vous dire pourquoi. Et d'ailleurs, ça me verrait les types là qui se disent héritiers de Tocqueville, de Constant, tous ces mecs. Bon, déjà, c'est la gauche. Pour moi, c'est la gauche. Mais ces mecs-là, ils ne veulent pas d'État, ils veulent moins d'État, moins de régulation,
ils veulent moins de lois. Et le jour où ils perdent un peu de pognon, où ça va mal, qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent chez Hollande, chez Sarkozy, aidez-nous, renflouez-nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, mais ça doit s'arrêter. Et alors pourquoi c'est comme ça? Parce que le type du MEDEF, il va dans les mêmes écoles, il va dans les mêmes endroits que Hollande et tous les autres. Donc c'est les mêmes qui se répartissent les postes. Ça c'est clair, il y a vraiment donc endogamie totale entre tous ces gens. C'est clair, non, c'est clair. Alors, je vais accélérer parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Allez, je prends 2-3 questions vite fait. L'invité connaît-il l'UPR et si oui, qu'en pense-t-il? Bon, je connais l'UPR, on en a parlé juste avant l'émission. Écoutez, j'en pense pas grand-chose de bien. Ouais. Je dis sincèrement. Je comprends que le système européen ne soit pas bon aujourd'hui, l'Union européenne n'est pas bonne, mais moi je défends la mainmise de la France sur l'Europe, donc je ne veux pas sortir de l'Europe. Moi ce que je veux c'est, mon rêve c'est l'Empire romain. C'est-à-dire l'Europe c'est la France en grand, c'est-à-dire qu'on refait l'Empire romain, c'est dans nos gènes, on a toujours voulu ça, parce que c'est notre modèle. Vous voyez, tous les grands ont voulu ça, alors peut-être ça n'a jamais marché, ça n'a jamais marché c'est vrai, ça peut marcher un jour. Ayons l'espoir. Mais je ne suis ça va le finir, l'Empire romain aussi. Mais je suis contre les discours qui sont l'antithèse de cet Empire romain. Ce qui est l'UPR. Ouais, enfin oui, un petit peu, ouais. Mais, Alors on me dit, allez, j'en prends une dernière. Que pensez-vous actuellement du lobby bancaire et de son influence néfaste sur les PME? Le lobby financier, ce sera la toute-puissance du lobby financier. Il faut la battre, faut les contenir. Est-ce que ça peut se contenir? Le rôle d'un banquier, c'est de prêter de l'argent aux entreprises. Le problème, c'est que les banquiers ne le font pas. Ils spéculent. Bah ouais, puis ils prennent de l'argent qu'ils n'ont pas en plus. En plus. Donc, ils n'agissent pas dans leur... Enfin, ne travaillent pas dans ce qu'ils devraient faire. D'accord. Donc, évidemment... faut en finir avec cette finance mondialisée. Évidemment. D'accord. Leur objectif à eux, c'est quand il y a une entreprise elle demande de l'argent après, eh ben, ils prêtent. Bon, si bien sûr elle est viable, voilà, ils prêtent. C'est ça leur job. Leur job, c'est pas de faire du fric, de se faire des retraites chapeau. Non, c'est pas ça. Allez, un dernier petit mot. Bon, alors c'est quoi Allez, un dernier petit mot là pour la France. C'est quoi alors c'est quoi l'avenir? C'est quoi la meilleure solution? Adrien Abosi ici nous disait, lui, il pense que ça passera par la réévangélisation de la France. Vous pensez quoi? La christianisation. La rechristianisation. Il a raison dans un sens où la déchristianisation a fait beaucoup de mal sur les valeurs. Oui. Sur les valeurs. Mais c'est très important les valeurs. Hein. Oui, si on n'a pas de valeurs, on n'est rien. On n'est rien, on n'est personne, on n'avance pas. Il faut refranciser les gens. Leur apprendre la France, ce qu'est la France, qu'il est au fond d'eux. Il faut supprimer. Parce que haïr la France comme on l'apprend aujourd'hui, c'est dire que la France c'est la colonisation, l'esclavage et l'Holocauste, c'est la haine de soi. Quand on se déteste, on ne va pas loin. On ne fait rien d'ailleurs. Donc c'est réapprendre, je pense, l'amour du pays. Et ça passera par quoi? Par connaître son histoire, connaître voilà, par la défaite du régime actuel. Voilà, le faire sauter. Finalement, la contre-révolution de 1789, alors c'est appelé ça? Peut-être. Peut-être. Apprendre des valeurs religieuses. Toutes les religions sont bonnes. D'accord. Vraiment. Hein. Elles ont toutes un message apportant des valeurs. Par exemple, moi je suis... bon, là, je vais dire un truc, ça va peut-être pas plaire à Adrien Abosi. Je suis pas très... quoique lui... Enfin, moi je suis pas très pour le protestantisme. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, protestantisme anglo-saxon, ça c'est pas ma tasse de thé. Parce que c'est justement symptomatique de la société d'aujourd'hui. C'est une religion sans valeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas comment dire... il n'y a pas d'interdit. Tout est possible. On peut tout faire. On peut mettre des femmes à la tête de certaines églises. On peut être pour le mariage homo. On peut être pour... Il n'y a pas d'interdit. Pour l'argent à foison. Voilà. Et donc c'est pour ça que
la religion catholique, là-dessus, elle est très importante pour le pays. Et l'ensemble des religions. Hein. Et le fait de ne plus croire, ça crée des gens sans valeur pour le consumérisme, essentiellement. Donc ça les laisse à la merci du capital. Bien sûr, parce que regardez, aujourd'hui, on veut réussir sans rien faire. On veut être un ch'ti à Las Vegas parce qu'on pense qu'on va devenir le roi du showbiz. Mais c'est pas ça la vie, ça c'est des conneries ça. Mais ça c'est les valeurs d'aujourd'hui et celles que je combats. Mais c'est aussi dû à la déchristianisation. D'accord. Si un mec, on lui apprend le message de la religion, il ne peut pas vouloir aller dans le consumérisme, dans tout ce que la télévision produit. Il faut que j'ai la dernière PlayStation, faut que je sois une star, parce que c'est que comme ça qu'on me verra comme étant quelqu'un. Et aujourd'hui, toutes ces valeurs, elles se sont effondrées. Les gens n'ont plus rien. Ils sont totalement à la dérive intellectuellement. Ils n'ont plus de connaissances. Ils ne savent pas ce qui s'est passé il y a 1 siècle, à 2 siècles, à 3 siècles. On leur a dit, j'ai dit tout à l'heure, l'histoire commence par le 12 juillet 98, l'an 1 de la Nouvelle-France. C'est-à-dire, voilà, avant, il n'y avait rien. Et le problème, quand on pense comme ça, eh bien, on est un consommateur. Donc rechristianisation, connaissance de son histoire, oui, c'est un peu les clés. Enfin, rechristianisation pour ceux qui sont chrétiens. Qui en ont envie. Ah oui, voilà. Religiosisation. Alors, voilà, plutôt apprendre l'essence de la religion, mais pas comme un antiraciste en disant faut que je sois tolérant pour ça, ça. Je parle d'un vrai dogme, quoi. D'accord. Voyez, autoritarisme et ordre, on a compris. Voilà. Aussi. Ça va pas faire à tout le monde en tout cas. Merci beaucoup Mike. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est une émission qui fera certainement encore beaucoup